Rome écrase la phalange macédonienne. En Orient, la Chine est toute puissante. Les légions romaines défilent sous l'aigle impérial, emportant tout sur leur passage. Rome et la Chine vont désormais incarner l'image même de la grandeur impériale pour tous les empires à venir. Mais leur puissance a une limite, celle imposée par les hordes barbares. En 197 avant Jésus-Christ, à Cynocéphalès, aujourd'hui en Grèce, Philippe V de Macédoine dirige 26 000 hommes contre un jeune État qui monte dans la péninsule italienne. C'est une journée brumeuse et le champ de bataille est accidenté. Au cœur de l'armée macédonienne, on retrouve le carré de lance de la phalange, comme du temps d'Alexandre, 130 ans auparavant. Les Romains, eux, utilisent des unités plus petites et plus mobiles. Les sarisses macédoniennes, avec leurs 4 mètres de long, bien que redoutables, ne peuvent être pointées que vers l'avant. À mesure que les deux armées convergent vers Cynocéphalès, l'énorme phalange macédonienne se tasse et peine à manœuvrer dans le brouillard et les aspérités du sol. L'armée romaine n'avait pas de phalange. C'était une armée à formation compacte où chaque membre livrait en quelque sorte un duel individuel contre l'ennemi. Le flanc gauche macédonien s'effondre. Profitant de l'occasion, un officier romain prend 3000 hommes et attaque par derrière. Contrairement aux hommes d'une phalange, les Romains ne poussaient pas tous avec leurs lances pour exercer une pression contre l'adversaire. Chacun isolait un ennemi particulier et individuellement lui réglait son compte, ce qui est une manière extrêmement dangereuse de gagner sa vie. Les Romains exploitent les brèches dans la phalange. Ils s'y engouffrent, tranchant et taillant à l'aide de leurs courtes épées. Il n'y avait pas de pitié pour les fuyards. Ils étaient pourchassés et massacrés jusqu'au dernier. « 8000 Macédoniens sont tués. 5000 autres sont faits prisonniers. Cynocéphalès marque un tournant pour les nouveaux venus de Rome. 4 ans auparavant, ils ont soumis l'Espagne, leur première possession en dehors de l'Italie. À présent, ils dominent la Grèce. L'Empire est à portée de main. Rome est le premier grand État à voir le jour en Europe. Son empire, elle le conquiert en faisant la guerre. La guerre est l'activité centrale de l'État.
Entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle de notre ère, Rome va être la plus grande puissance du monde occidental. Pendant 1500 ans, l'Occident reprendra à son compte les symboles de la Rome impériale, les érigeant sur les frontons de ses banques, ses universités et ses bâtiments administratifs. L'architecture romaine confère de l'autorité aux édifices publics, tout comme la langue des Romains, le latin, confère un pouvoir certain à la médecine, à la science et au droit. Mais le plus grand legs de Rome à l'Occident, c'est son armée, véritable instrument du pouvoir d'État romain. L'armée romaine n'a pas peur de voler les meilleures idées de ses adversaires. Ainsi, la lance de la phalange grecque se transforme-t-elle en arme de jet, le pilum. Conçu pour pénétrer puis se tordre ou se rompre, le pilum ne peut être extrait du corps d'un blessé. Au lieu d'avancer en ordre de bataille, pilum à la main, les légionnaires romains le lancent pour disloquer la formation ennemie. Cette phalange volante met les soldats romains à l'abri. Libérés du poids de la lance, les fantassins peuvent à présent porter un épais bouclier rectangulaire, le scotum. Mais leur meilleure arme, ils la volent à l'Espagne. C'est une courte épée à double tranchant, le gladius hispaniensis, ou glaive espagnol. Tout aussi mortel que la lance grecque, le glaive espagnol est d'un maniement plus facile dans le corps à corps. Enfin, les Romains scindent la phalange en unités plus réduites et plus faciles à manier, appelées manipules, du latin manipulus, qui signifie poignée. Les Romains forgent une armée capable de l'emporter face à n'importe quel ennemi, quel que soit le terrain. L'historien romain Polybe écrit: Le légionnaire romain peut s'adapter quel que soit le lieu, le moment ou l'objectif. Forte de ses armes et de ses tactiques nouvelles, Rome vole de succès en succès. Mais avec les succès viennent aussi les problèmes. L'expansion étend les limites de l'Empire. Rome construit des fortins de bois, des tours de pierre, des murailles et des terre-pleins pour défendre ses nouvelles frontières. Mais cette défense exige à son tour une véritable armée. Rome a besoin de davantage de soldats. Rome recrute ses soldats parmi ses citoyens qui possèdent des terres. Seulement, ces hommes doivent aussi s'occuper de leurs fermes et de leurs familles, et ne peuvent se permettre d'être loin de chez eux toute l'année. En 200 avant Jésus-Christ, sur une population de 3 750 000 habitants, 750 000 citoyens romains sont soldats. « 20 ans après sa victoire à Cynocéphalès, Rome a besoin de davantage de soldats pour servir en Grèce. Le Sénat donne toute latitude au consul pour enrôler centurions et légionnaires vétérans jusqu'à l'âge de 50 ans. Aucune exemption n'est accordée en dessous de 51 ans. L'un de ces hommes est Spurius Ligustinus, vétéran de la bataille de Cynocéphalès. J'ai servi 2 ans au sein de l'armée qui a été expédiée en Macédoine. J'ai été promu au rang de centurion pour mon courage. Après la défaite macédonienne, je suis aussitôt parti pour l'Espagne comme volontaire. Pendant 20 ans, Spurius va se mettre au service de l'Empire, parcourant la Grèce, l'Espagne, l'Asie.
4 fois, en l'espace de quelques années, j'ai tenu le rang de centurion. 34 fois, j'ai été récompensé par les généraux pour mon courage au combat. Mais sa famille et son domaine ont souffert de ses absences prolongées. Spurius n'est pas un homme riche. Mon père m'a légué un demi-hectare de terre et une petite hutte où je suis né, où j'ai grandi et où je vis encore aujourd'hui. Dès que je fus en âge, mon père me donna la fille de son frère en mariage. Elle n'apporta rien avec elle, si ce n'est sa liberté et sa chasteté. Rome ne peut compter indéfiniment sur la bonne volonté d'hommes comme Spurius. Si l'Empire veut s'étendre, il doit renoncer à l'ancien système de recrutement. Mais tandis que Rome est aux prises avec les problèmes liés à son expansion, de l'autre côté du globe, en Extrême-Orient, un autre empire se constitue. Entre 230 et 221 avant notre ère, un homme va soumettre une mosaïque de royaumes combattants en perpétuelle rivalité. Son nom est Shinshi Huangdi. Le nom de l'empire qu'il fonde, la Chine, est d'ailleurs tiré de son propre nom. Malgré l'immensité qui les sépare, Rome et la Chine présentent de nombreuses similarités. Toutes deux sont extrêmement vastes et ont des administrations fortes qui assimilent les peuples soumis et apportent des siècles de paix à l'intérieur de l'Empire. Elles règnent sur des populations approximativement aussi nombreuses et des étendues territoriales comparables. Elles consolident leurs empires par la construction de routes, de murs défensifs et d'aqueducs élaborés. En Chine, le Grand Canal s'étend sur près de 2000 km, reliant Pékin dans le nord au Yangtze-Kiang dans le sud. Première différence de taille, l'institution centrale de l'Empire romain est l'armée, alors que pour l'Empire chinois, c'est le service civil. Une autre différence intéressante porte sur la manière de faire face aux incursions et aux invasions. Les Romains réagissent en détruisant quiconque pénètre l'Empire avec une intention hostile, alors que les Chinois transforment leurs envahisseurs en Chinois. Ils les sinisent, comme on dit. Tactique qui sera couronnée de succès avec plusieurs vagues de conquérants tout au long d'une histoire 5 fois millénaire. Voici l'armée de l'empereur Shinshi Huangdi. Ces guerriers en terre cuite sont censés monter la garde devant son tombeau. Près de 8000 de ces personnages, un peu plus grands que nature, ont été exhumés près de Xi'an, en Chine. Aucun doute ne peut subsister quant à la puissance de l'armée impériale et à la diversité de ses forces. Cavalerie, infanterie, archers, auriges et arbalétriers, preuve que les Chinois disposaient d'arbalètes plus de 1000 ans avant les Européens.
Chine se targue de régner sur tout le monde connu. Au IIIe siècle avant notre ère, il unifie la Chine en un seul État par la force. L'empereur Qin et ses successeurs imposent un système de conscription universel. Chaque Chinois doit suivre 1 mois d'entraînement militaire tous les ans. Les 8000 soldats en terre cuite symbolisent les millions d'hommes en armes au sein de l'armée impériale. À l'autre bout du monde, l'Empire romain est parvenu à maîtriser son expansion de la même manière que la Chine, mais grâce à une armée professionnelle. Avec cette armée rénovée, Rome va asseoir son autorité pendant 700 ans et reste aujourd'hui encore un modèle pour toutes les armées modernes. En s'imposant en Europe, en Afrique et en Asie, les légions romaines sont confrontées à de nouvelles tribus et à de nouvelles façons de se battre. Toujours aussi prompts à s'adapter, les Romains assimilent les techniques militaires de leurs ennemis afin de ne pas être pris de court par des tactiques ou des formations inédites. Traditionnellement, les prisonniers de guerre étaient amenés depuis les pays conquis pour combattre comme gladiateurs à Rome. Le général romain Gaius Marius va les recruter pour entraîner ses troupes. Aucun général avant Gaius Marius n'avait fait cela. Il a convoqué les maîtres des gladiateurs pour rompre nos légionnaires à une nouvelle façon de parer et de porter les coups, produisant une combinaison de courage et d'adresse, de sorte que l'un renforce l'autre. Le courage suppléant à l'adresse en allié zélé, et l'adresse enseignant au courage comment assurer sa propre sauvegarde. Avec Marius, l'armée romaine, qui est déjà une redoutable machine de guerre, devient la force la plus organisée, la plus disciplinée et la plus féroce du monde. Mais Marius ne se contente pas de réformer l'instruction militaire. Il saisit l'importance des symboles. Et l'empreinte la plus visible qu'il laisse aux armées de Rome est l'étendard de la Légion orné de son aigle impérial. Symbole de pouvoir, de fierté et point de ralliement dans la bataille. En pleine bataille, on a envie de savoir où est le chef. Je crois que l'aigle vient de là, car on le portait toujours à proximité du commandant. Mais ensuite, ça s'est diversifié. Porter l'étendard est devenu un grand honneur. Et inversement, perdre l'aigle est devenu la pire des ignominies. C'était très pratique à bien des égards. Bien entendu, l'aigle a fini par devenir synonyme de prouesse militaire, mais c'est par accrétion, ce n'est pas son sens premier. Par la suite, l'aigle est devenu le symbole des armées napoléoniennes et, curieusement, aussi celui des armées américaines et des armées du Troisième Reich. Le Troisième Reich de Hitler est le dernier empire européen à avoir été imposé par la force des armes. Pour donner un semblant de légitimité à son régime totalitaire en pleine ère démocratique,
Hitler s'est énormément inspiré de la Rome antique. Le pas de loi des troupes hitlériennes, tout comme le salut nazi, ont été empruntés à la Rome impériale. « 2000 ans après, les symboles de Marius seront récupérés par l'Allemagne nazie. L'instruction militaire est au cœur de la réforme de Marius. Près de 500 ans après sa mort, Végétius rédige un manuel de guerre intitulé « Épitomée de la science militaire ». Il y écrit que les Romains ne doivent leur succès militaire qu'à l'entraînement militaire initié sous Marius. En effet, les Gaulois étaient plus nombreux, les Germains plus grands, les Espagnols plus forts et les Africains plus perfides. Végétius concède même que les Grecs étaient plus intelligents. Mais poursuit-il, ce qui a permis de les vaincre tous, c'est la sélection des recrues, l'instruction au métier des armes, l'endurcissement par l'exercice quotidien et la sévérité des sanctions contre la couardise. Nul ne redoute de faire ce qu'il sait avoir bien appris. Une petite force bien entraînée a plus de chances de remporter la victoire qu'une horde sauvage, sans aucun entraînement, qui prête toujours le flanc au danger. les soldats romains sont tellement rudes à la tâche qu'on les surnomme les mulets de Marius. Tous les jours, ils s'exercent au maniement de l'épée, apprenant à frapper non pas avec la lame, mais avec la pointe. Une entaille, aussi profonde soit-elle, est rarement mortelle, car les organes vitaux sont protégés par l'armure et l'ossature. Mais lorsque la pointe s'enfonce de 6 cm, elle tue. Chaque nuit, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, l'armée doit dresser un camp fortifié. Le pactage de chaque soldat contient une pelle, à des fins à la fois défensives et offensives. Creuser permet en effet de renforcer sa position ou de saper les défenses d'un ennemi assiégé. « 500 ans après Marius, Végétius peut écrire en toute confiance : La victoire n'a pas été obtenue parce que nous étions plus nombreux ou plus courageux, mais par l'adresse et l'entraînement. Si les Romains ont pu conquérir le monde, c'est uniquement grâce à leur entraînement militaire, leur discipline et leur pratique de la guerre. Mais l'entraînement à lui seul ne suffit pas. Pour répondre au manque d'effectifs, Marius autorise les citoyens qui ne possèdent pas de terre à s'engager dans l'armée romaine. Cette nouvelle génération de guerriers, sans autre revenu que sa solde, est le tout premier militaire de carrière de l'armée romaine. Il n'a d'allégeance que pour l'armée. Avec les Romains, l'armée devient une perspective de carrière attrayante pour les jeunes hommes. Paye régulière, avantages en nature et possibilité de promotion sociale et professionnelle. Globalement, les Romains sont parvenus à assurer une solde régulière à leurs soldats à partir de la naissance de l'armée de métier jusqu'à l'effondrement du système au début du 5e siècle. Je crois que c'était le plus grand de tous ces attraits. Il y avait des avantages sociaux, comme on dit aujourd'hui, comme la couverture médicale ou la possibilité de garantir une carrière à ses enfants, en mariant ses filles à d'autres soldats et en faisant entrer ses fils dans l'armée. Lorsque les soldats romains partent à la retraite, l'État continue de subvenir à leurs besoins et leur accorde généralement un lot de terres arables. Ces retraités de Chelsea à l'hôpital militaire royal à Londres
sont pris en charge par l'État britannique en récompense de leurs bons et loyaux services. C'est une idée romaine, toujours mise en pratique 2000 ans plus tard. Mais derrière les bienfaits de la civilisation, la réussite de Rome repose surtout sur une sauvagerie au combat sans pareil dans l'Antiquité. En campagne, l'armée romaine était féroce et impitoyable, de l'aveu même des Romains. Plusieurs auteurs ont décrit les excès effroyables auxquels ces légionnaires disciplinés pouvaient se livrer contre les ennemis vaincus ou rebelles à leur autorité. Polybe décrit comment Scipion l'Africain, après avoir ravagé Carthage, dirigea ses soldats, selon la coutume romaine, contre les habitants de la ville, leur ordonnant de les tuer tous jusqu'au dernier. Le but de cette coutume était de semer la terreur. Ainsi peut-on voir dans les villes conquises par les Romains, non seulement des êtres humains massacrés, mais aussi des chiens coupés en deux et des membres d'animaux sectionnés. Si l'on résistait trop longtemps à l'assiégeant romain, il fallait s'attendre au pire. La ville était saccagée et pillée, les hommes massacrés jusqu'au dernier, et les femmes et les enfants réduits en esclavage. les Romains sont une grande armée assiégeante et utilisent tout un arsenal de machines conçues et construites avec l'ingéniosité qui les caractérise. Quand ils n'ont pas le temps de creuser des tranchées pour s'abriter des projectiles lancés par les assiégés, les Romains lèvent leurs boucliers pour former un toit au-dessus de leur tête. Appelé testudo, tortue en latin, c'est une formation toujours employée par la police anti-émeute aujourd'hui. En cas de siège prolongé, les Romains ont un atout supplémentaire, leur persévérance. Entendant les assiégés se vanter de pouvoir tenir 10 ans, un commandant romain annonça placidement « Eh bien, nous attendrons la 11e année pour prendre la ville ». La ville capitula aussitôt. Si l'on examine les militaires romains, on voit bien que leur empire est le résultat de leur valeur au combat. Ce n'est pas un coup de chance. En effet, ils n'attendent pas qu'une guerre éclate pour s'exercer au maniement des armes, et ils ne restent pas oisifs en temps de paix pour ne se mobiliser qu'en cas de nécessité. Au contraire, ils semblent être nés l'arme au poing. Même s'ils font des pauses fréquentes à l'entraînement et qu'ils n'interviennent qu'en cas d'urgence, il n'est pas faux de dire que leurs manœuvres sont des batailles sans effusion de sang, et que leurs batailles sont des manœuvres sanglantes. Qu'elle assiège ou qu'elle livre bataille, Rome est invincible. Des forêts de Bretagne aux plaines d'Asie mineure, personne n'ose se mettre sur son chemin. Dans les premières années de notre ère, rien ne semble pouvoir arrêter la puissance de Rome.
Auguste est l'homme le plus puissant du monde. Il s'est hissé au sommet du pouvoir à l'issue d'une sanglante guerre civile. Auguste règne sur un empire qui s'étend des déserts d'Afrique du Nord aux forêts d'Allemagne septentrionale. En l'an 9 de notre ère, le général romain Varus est à la tête des 17e, 18e et 19e légions face à la plus grande menace que l'Empire ait jamais affrontée. Varus est le gouverneur général des territoires du Nord et commandant en chef d'une armée de 20 000 légionnaires. Sa mission est de mener ces 3 légions et leurs campements, soit 10 000 hommes, femmes et enfants, à leur quartier d'hiver. Le guide de Varus, Arminius, chef de la tribu des Chérusques, est un allié fidèle qui a livré plusieurs batailles aux côtés des Romains. Le voyage conduit les Romains à travers la vaste forêt de Teutobourg. Après plusieurs jours de pluie incessante, le terrain se fait lourd et boueux. Varus est tellement sûr de mater les Germains qu'il permet à ses troupes de s'étirer en une longue et mince ligne sans défense, incapable de communiquer avec son commandement. Les chefs germains qui avaient accompagné Varus à son départ prétextèrent chacun une excuse et l'abandonnèrent les uns après les autres. C'était pour mieux monter leur attaque conjointe. Ils purent ainsi se mettre à la tête de leurs troupes qui se tenaient déjà prêtes dans la forêt. À l'endroit où la végétation était la plus dense, ils fondirent sur Varus. Au cœur de la forêt, les Germains ont creusé des fossés dans lesquels les Romains en fuite sont pris au piège, comme des bêtes sauvages. Les Romains sont à la merci des barbares. Après une journée de combat, les légions sont décimées. Mais il s'agit de soldats aguerris, ils ne se rendront pas facilement. Le jour suivant, ils parvinrent à reformer leurs rangs et se retrouvèrent en rase campagne. Mais bientôt, les Romains sont à nouveau obligés de traverser la forêt. À présent, l'armée romaine s'étire encore davantage, l'écart se creusant irrémédiablement entre les traînards et l'avant de la colonne. Varus sait qu'un autre assaut peut survenir à tout moment. Il se ferait un passage à travers les sous-bois les plus épais, se doutant bien que l'ennemi maîtrise chaque pouce de terrain. En fin d'après-midi, ces 3 légions s'étirent comme un serpent géant. À nouveau, les Germains s'abattent sur les légions. Ils bandaient leurs arcs et lançaient leurs javelines en vain. De même, leurs boucliers complètement trempés ne leur étaient d'aucun secours. Leurs adversaires, en revanche, étaient légèrement armés et pouvaient ainsi s'approcher et battre en retraite sans difficulté.
Dans la mêlée, les Germains s'emparent de l'étendard impérial. La honte suprême pour la Légion. Les traînards avancent toujours, inconscients du sort qui les attend. Ils étaient moins nombreux et comptaient beaucoup de non-combattants dans leur rang. Ils réussirent à tromper l'ennemi à 2 ou 3 reprises, mais finirent par se faire repérer. En effet, les femmes et les enfants, effrayés, exténués et déroutés par l'obscurité et le froid, ne cessaient d'appeler les soldats pour qu'ils reviennent. Sur 20 000 légionnaires et un convoi de 10 000 hommes, femmes et enfants, seulement 2 000 réchapperont à ces 3 jours de massacre. Dans une forêt sombre et épaisse, Rome a découvert les limites de sa puissance. Six ans après le terrible massacre de 3 légions romaines dans la forêt de Teutobourg, un détachement de soldats romains découvre les restes des légionnaires abattus. L'historien romain Tacite décrit la scène. Le premier camp de Varus, par la grande étendue de son pourtour et les dimensions du quartier général, indiquait une troupe forte de 3 légions. Puis un retranchement à demi abattu, un fossé peu profond, montrait que là s'étaient établis les restes de l'armée déjà bien diminuée. Au milieu de la plaine, des ossements blanchis, éparpillés ou entassés selon que les hommes s'étaient enfuis ou avaient résisté. À côté, gisaient des fragments d'armes et des ossements de chevaux, et aussi des têtes fixées sur les troncs des arbres. Dans les bois voisins, des autels barbares devant lesquels ils avaient immolé les tribuns et les centurions les plus élevés en grade. Et les hommes qui avaient survécu à ce désastre, échappés au combat ou à la servitude, racontaient qu'ici étaient tombés les légats. Là avaient été pris les aigles. Ici, Varus avait reçu sa première blessure. Ici, de sa main infortunée, il s'était lui-même frappé et avait trouvé la mort. Les Romains, interdits, examinent ce charnier et saisissent à quel point le combat a été inégal. Ce fut un massacre. Du reste, même avant la découverte des corps, les nouvelles du carnage ont ébranlé Rome jusqu'au tréfonds.
La défaite de Varus a failli anéantir l'Empire, car 3 légions, avec leur général, tous leurs officiers et leurs troupes auxiliaires ont été massacrés. Quand les nouvelles parvinrent à Rome, l'empereur Auguste ordonna aux patrouilles de nuit de prévenir tout soulèvement ou émeute. L'on dit qu'il prit ce désastre tellement à cœur qu'il se laissa pousser les cheveux et la barbe pendant plusieurs mois. Il se cognait souvent la tête contre la porte en hurlant « Quintilius Varus, rends-moi mes légions !» Et lorsque revenait le jour anniversaire du massacre, il était plongé dans un grand deuil. Après Teutobourg, l'armée romaine ne comptera plus de 17e, 18e ni 19e légion. Ces chiffres et la défaite qu'ils symbolisent seront bannis de toutes les mémoires. C'est ainsi que l'armée romaine, revenue 6 ans après le désastre, ensevelissait les ossements des 3 légions, personne ne sachant s'il mettait en terre les restes d'étrangers ou des membres de sa famille, les considérant tous comme des proches, des hommes du même sang, avec une colère grandissante contre l'ennemi et éprouvant à la fois de la tristesse et de la haine. Après cette défaite cuisante, Rome fait le bilan de la situation de l'Empire. Sa politique expansionniste est remise en cause. L'empereur Auguste renonce à ses projets de conquête de la Germanie. Les terres, au-delà du Rhin et du Danube, sont abandonnées aux barbares. L'effet de cette défaite isolée sera d'arrêter l'avancée de la plus puissante armée du monde pendant presque 40 ans. Lorsque les légions romaines se remettront en marche, ce sera vers l'ouest, vers la lointaine île de Bretagne. Après la défaite infligée par les barbares, l'empereur romain Auguste conseille à ses successeurs de ne pas agrandir l'Empire. Auguste meurt 5 ans plus tard, un homme brisé. Mais 30 ans après, Claude, un nouvel empereur ambitieux et assoiffé de gloire, rêve de nouvelles conquêtes. En l'an 42 de notre ère, il jette son dévolu sur la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas de la Grande-Bretagne que nous connaissions aujourd'hui, mais d'une contrée sauvage et dangereuse, recouverte pour l'essentiel d'épaisses forêts impénétrables. Des tribus vivant à l'âge du fer et chassant l'ours et le sanglier sauvage. Les guerres territoriales sont incessantes. C'est vers cette île isolée que Claude expédie 4 légions de l'armée romaine. Ce sera le premier assaut amphibie réussi de la Bretagne. De nouvelles villes sont bâties, parmi elles Londinium, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Londres. La Bretagne devient province romaine. Mais malgré la conquête de la Bretagne, les Romains n'ont pas oublié le massacre de Teutobourg.
ils fixent une limite à leur expansion. Ils dressent une ligne défensive à travers l'Europe. Une palissade longue de plus de 2000 km délimitant l'étendue de Rome et reliant le Rhin au Danube. En Bretagne, l'empereur Adrien fait élever un mur entre l'Angleterre et l'Écosse. Le mur d'Adrien, fait de terre et de bois, s'étire depuis la mer d'Irlande jusqu'à la côte orientale de la Bretagne, soit plus de 110 km de long. Les derniers 70 km sont en pierre. Tous les 1500 mètres se dresse une tour et tous les 4 ou 5 km, un fortin. Longeant le mur d'une extrémité à l'autre, un fossé défensif et une route d'approvisionnement typiquement romaine, rectiligne. Derrière ces solides défenses, la vie romaine s'épanouit. Partout où la nature est prodigue, ils en récoltent les bénéfices. Ils construisent de grands aqueducs et des canaux pour acheminer l'eau depuis les sources de montagne jusqu'aux nouvelles villes. Là où l'eau jaillit naturellement du sol, ils édifient des thermes, des théâtres et des temples. Ici, en Asie mineure, ils reconstruisent la ville grecque d'Hérapolis, près des sources de Pamukkale, dans l'ouest de la Turquie. Si la conquête romaine n'est pas dénuée de sauvagerie, la vie du citoyen romain, même dans les provinces les plus reculées de l'Empire, atteste d'une grande civilisation. En Chine aussi, les gens simples vivent en paix après que le vaste empire a été conquis et unifié par le premier grand empereur, Qin. La grande muraille de Chine, commencée en l'an 200 avant Jésus-Christ, a été prolongée et fortifiée jusqu'à relier complètement le désert de Gobi à la mer Jaune, quelques 6000 km plus à l'est. À la différence des murs romains, la Grande Muraille ne sert pas à maintenir les barbares à l'extérieur, mais à réguler les flux de population. Marchands et commerçants entrent et sortent de Chine le long de la nouvelle route de la soie, sur laquelle circulent également épices et bétail. Les Chinois sont réceptifs aux idées qui parviennent de l'autre côté de la muraille. Mais ils redoutent aussi leurs voisins immédiats du nord. Sans le savoir, c'est une crainte qu'ils partagent avec les Romains. Les Chinois appellent leurs voisins du nord les Xiongnu. Pour les Romains et le reste de l'Europe, ce sont les Huns. La Chine et Rome sont les deux phares de la civilisation. La steppe, où errent les nomades sans Dieu, est le sombre abîme qui les sépare. Cette vaste étendue verdoyante, située entre deux empires, donnera le jour à des hommes voués à détruire la civilisation par la guerre, des hommes comme Gengis Khan, Tamerlan et Attila, roi des Huns, fléau de Dieu. Ces hommes sont tout le contraire de bâtisseurs d'empires.
Ils n'ont pas de ville. Nomades, ils ne construisent rien à part leurs maigres tentes. Ils possèdent très peu de choses. Ils consomment tout sur leur passage, même les êtres humains. C'est du moins ce que croient les Romains et les Chinois. En 451, les Romains affrontent les Huns et leur roi Attila dans les champs cataloniques près de Châlons, en Champagne. Ils l'emportent de justesse. Pour les peuples d'Europe, cette victoire est un grand jour. Mais pour Rome, ce n'est pas un motif de réconfort. Pendant 600 ans, les légions romaines ont appris au monde comment faire la guerre. À présent, c'est à elles de recevoir une leçon.